Aujourd'hui, un collègue m'a posé une question simple mais très intéressante. En été, sur une centrale CO2, tu préfères une rampe adiabatique ou un échangeur à eau perdue? La question mérite qu'on s'y intéresse. Dans cette vidéo, j'explique le fonctionnement de ces deux systèmes et à la fin, on comparera leur consommation d'eau. Vous allez voir, il y a quelques surprises. Commençons par la rampe adiabatique. Le principe est simple, on pulvérise de fines gouttelettes d'eau devant le gaz couleur. L'eau s'évapore partiellement et, en changeant d'état, elle absorbe de la chaleur dans l'air. Résultat, l'air entrant est refroidi, souvent de 5 à 12 degrés. Mais attention, ce refroidissement ne fonctionne que si l'air est assez sec. Sur les côtes ou dans les régions tropicales, l'humidité est déjà élevée, donc la rampe adiabatique est beaucoup moins efficace. Le diagramme de gauche vous montre qu'avec une hygrométrie extérieure de 40%, on peut espérer au maximum 12 degrés de refroidissement, contre seulement 7 degrés si l'hygrométrie extérieure est de 60%. Mais pourquoi refroidir la température d'entrée d'air? Quand on baisse la température d'entrée d'air, on refroidit aussi le fluide CO2 en sortie du gaz couleur, ce qui permet de réduire le débit de flash gaz et donc d'envoyer plus de liquide dans les évaporateurs. Plus de liquide, ça veut dire plus de puissance frigorifique disponible. Autant dire qu'en plein été, ça peut faire la différence. Il existe plusieurs systèmes haut de gamme. Par exemple, le Chill Booster de chez Carel ou l'équivalent chez Teddington. Ils intègrent une pompe et un traitement d'eau avant la pulvérisation. Mais pour éviter de gaspiller de l'eau, l'idéal c'est d'ajouter des conditions d'enclenchement. Les ventilateurs doivent tourner à fond depuis plusieurs minutes et la température extérieure dépasser un certain seuil. Et pour l'arrêt, on coupe la rampe quand les ventilateurs redescendent à une vitesse plus basse. Maintenant, regardons l'autre solution, le gaz couleur à eau perdue. Ici, on ajoute simplement un échangeur à plaques placé après le gaz couleur à air. On y fait circuler de l'eau de ville pour refroidir encore un peu plus le CO2. C'est une solution qui fonctionne très bien, mais une question revient souvent sur le terrain. Est-ce que l'on doit placer la sonde sortie gaz couleur avant ou après l'échangeur? Cher auditeur, vous mettez la sonde avant ou après? Je vous propose de me dire en commentaire votre première intuition. Imaginons une centrale qui tourne en plein été. Il fait 32 degrés dehors et la température de sortie gaz couleur est un peu élevée, disons 40 degrés. Ça peut arriver, un ventilateur en panne ou un échangeur un peu sale. L'automate maintient une pression optimale pour améliorer le COP de la centrale en se basant sur la température de sortie du gaz couleur. Je rappelle que c'est uniquement la vanne HP qui pilote la pression. Nous avons donc un couple de valeurs 40 degrés et 102 bars. Maintenant, je simule une ouverture progressive de l'échangeur à eau pour baisser la température du fluide. Au début de la séquence, la pression HP diminue. Comme prévu, l'automate suit sa loi pour optimiser le rendement. Mais, dès que la température de sortie du gaz couleur approche celle de l'air extérieur, la pression se stabilise et n'évolue plus. Nous avons alors un couple de valeurs 32 degrés, 92 bars. Par la suite, alors que la température de sortie du gaz couleur continue de baisser, la pression n'évolue plus. L'automate change de stratégie. Il arrête de se baser sur la sonde de sortie et prend directement la température extérieure pour définir sa consigne de HP. Pourquoi? En se basant sur la température extérieure, l'automate permet au gaz couleur à air de continuer à évacuer environ 80% de la chaleur et laisse l'échangeur à eau compléter le reste. A l'inverse, si l'automate continue de se baser sur la sonde placée après l'échangeur à eau, la température étant plus faible, il va faire baisser la HP. Résultat, le gaz couleur à air ne ferait plus que 20% du travail et c'est l'échangeur à eau
qui devrait évacuer les 80% restants. Ce qui veut dire un énorme débit d'eau et un échangeur surdimensionné. Moralité de l'expérience, ce n'est pas la peine de déplacer la position de la sonde sortie gaz couleur. Même si l'automate finit par ne plus s'y fier, il vaut mieux la laisser après le gaz couleur, donc avant l'échangeur à eau. C'est là qu'elle donne la meilleure information pour piloter les ventilateurs. En effet, les ventilateurs maintiennent la sortie gaz couleur 2 degrés au-dessus de l'air extérieur. Donc, si la sortie était inférieure à l'air extérieur, l'automate devrait arrêter les ventilateurs, ce qu'on ne veut surtout pas. Terminons par la comparaison de deux solutions, rampe adiabatique ou échangeur à eau perdue. Quelle solution préférez-vous? Je serais ravi et très intéressé d'avoir votre point de vue en commentaire. De mon côté, je vais essayer de vous donner des éléments de comparaison en prenant comme exemple un gaz couleur d'une puissance de 100 kW, avec l'objectif de refroidir le CO2 de 40 à 30 degrés. Cela représente environ 19 kW à évacuer. Je prends l'hypothèse favorable d'une hygrométrie extérieure de 40% et une température d'eau de ville de 17 degrés. J'obtiens ainsi un débit d'eau pour la solution échangeur à eau perdue de 771 litres-heure contre seulement 212 litres-heure pour la rampe adiabatique. Verdict, la rampe adiabatique utilise 3,6 fois moins d'eau. Pourquoi? Parce qu'on utilise l'évaporation, un échange latent, beaucoup plus efficace thermiquement. Si vous payez votre eau 3 € le mètre cube, alors la rampe adiabatique vous coûte 1,7 € de moins par heure, mais évidemment, ce n'est pas tout rose. Il faut entretenir le gaz couleur à air, nettoyer les buses et parfois traiter l'eau pour éviter le calcaire. Des améliorations existent, telles que les médias adiabatiques, mais le surcoût à l'achat est très important et les ventilateurs doivent combattre plus de pertes de charge, donc une consommation électrique plus importante toute l'année. Personnellement, je préfère l'échangeur à eau perdue, parce qu'il préserve la durée de vie du gaz couleur à air, et surtout il fonctionne par tous les temps. Air sec, humide, orageux, ça marche toujours. Autre avantage, imaginons que je dois changer un compresseur en pleine canicule, la centrale perd de la puissance, eh bien le gaz couleur à eau peut compenser bien plus qu'une rampe adiabatique. Il ne se limite pas à 10 degrés de gain. Bien dimensionné, il peut refroidir de 20 degrés juste le temps de l'opération. Et parfois, ça suffit pour éviter un arrêt complet de la machine. Enfin, l'argument financier est limité puisqu'une installation bien dimensionnée n'a normalement pas besoin de ces solutions de backup en temps normal. Et vous, qu'est-ce que vous utilisez dans vos installations? Rampe, eau perdue, autre solution? Dites-le en commentaire et abonnez-vous si vous voulez suivre mon contenu technique. Je vous remercie de votre attention.